Nous allons débuter dans la deuxième partie avec le sujet « Les sources de l'angoisse ». Pour une première question, j'aimerais que, Bernard, vous nous donniez la raison fondamentale pourquoi l'individu, devant une action qui peut s'avérer pour lui importante, peut remettre en question systématiquement, continuellement son geste ou sa décision et évidemment générer une angoisse qui peut évidemment l'emmener très loin dans une détérioration de sa confiance en soi ou même de son acte comme tel. Qu'est-ce qui amène un individu à ces remises en question qui peuvent être très profondes et régulières chez un individu et générer une angoisse? Le phénomène de l'angoisse, c'est un phénomène psychique, dans ce sens que il résulte du fait que le temps de l'ego et le temps de son esprit ne sont pas coordonnés. Et ça, c'est causé par le fait que pendant l'évolution, pendant des millénaires, surtout depuis que l'homme a développé la philosophie de l'être et qu'il a été établi que l'homme possède un libre arbitre, l'homme a été forcé de réaliser qu'il y a une disjonction qui s'établit dans sa vie entre ce que le libre arbitre devrait lui donner et ce que la vie lui propose. Et ceci fait partie de l'expérience de l'âme. Ceci fait partie de la domination de l'âme sur l'ego. Ceci fait partie de l'inconscience. Pour réellement comprendre l'anxiété, il faut comprendre comment ça fonctionne la vie. Donc, il faut que l'homme réellement ait contact avec son intérieur, mais d'une façon télépathique, pas simplement d'une façon intuitive. Il faut que l'homme vive une communication mentale comme il peut vivre une communication avec les humains qui sont autour de lui. Donc, vous avez dans cette expérience d'anxiété toute une trame de réalité qui n'est pas conclue. C'est ça qui fait partie de l'évolution. L'anxiété en elle-même est l'expression de l'incapacité de l'ego de s'adapter aux lois de la vie. Et dans un autre mouvement, c'est le résultat de l'incapacité de la vie de se faire sentir à travers lui par le biais du mental. Donc, il se crée dans l'expérience de l'homme, dans l'expérience de l'âme, dans l'expérience de l'ego, une sorte de retenue constante qui épuise et qui remet constamment en question la valeur fondamentale de l'être, celle d'être libre. Donc l'anxiété, dénote fondamentalement chez l'homme un manque de liberté. Là, vous allez dire, mais comment est-ce que l'homme peut en arriver à être libre? L'homme ne peut pas en arriver à être libre par la voie philosophique. Il ne peut pas en arriver à être libre par le processus de l'auto-analyse. Pour que l'homme en arrive à être libre, c'est-à-dire libre d'anxiété, il faut qu'à un certain niveau ou à un autre, qu'il connecte avec son intériorité. Par contre, l'anxiété varie chez les hommes selon la nature profonde de l'âme. Il n'y a aucun homme qui peut vivre la même anxiété qu'un autre. Ce qui est anxieux pour un ne l'est pas pour l'autre. Donc l'homme a avantage non pas simplement à se connaître, comme l'aurait dit Socrate, parce que se connaître, dans le fond, dans le cadre du slogan socratique, c'est simplement une prise de position philosophique
ou ésotérique. L'homme ne doit pas nécessairement se connaître. Il doit connaître comment fonctionne la vie et ensuite il en bénéficie. Si nous demandons simplement à l'homme de se connaître, nous demandons à son intellect de comprendre la vie. Et ce n'est pas par l'intellect que l'homme peut comprendre la vie. C'est par une autre faculté qui fait partie de son troisième œil, qui fait partie de sa conscience réelle, qu'il peut comprendre les subtilités de son esprit qui, en retour, vont lui expliquer ou va lui expliquer la vie. Et à ce moment-là, l'anxiété ne peut plus exister parce que il se fonde une unité, une relation entre l'esprit et la vie. Et la vie, c'est l'esprit dans l'homme. Est-ce que vous dites que se comprendre suppose un aspect subjectif, c'est-à-dire une réflexion de soi-même? Très juste. Et que comprendre la vie, c'est dépersonnalisé? C'est objectif. Comprendre la vie, c'est une science intérieure. C'est une science du mental. Se comprendre, c'est une réflexion sur soi. Est-ce que c'est ça la source de l'angoisse ou de l'anxiété? C'est ça qui est responsable de créer dans l'homme l'illusion d'un certain équilibre. Et il s'aperçoit au cours de son expérience qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent, qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent, qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent. Et si la chose continue constamment à arriver, mais effectivement, il vit une grande anxiété. Ceci est repris par les rêves. Ceci est repris par les événements. Et l'homme ne semble jamais être capable de casser quelque chose. Et la raison pour laquelle il n'est pas capable de casser quelque chose, c'est parce que il n'a pas l'expérience de son intelligence. Il n'a que l'expérience de son intellect. Il n'a que sa façon purement mémorielle, subjective de voir les choses. Il n'a que son intellect pour lui donner un aperçu de ce qui n'est pas réel. Donc, il s'enfonce, et il s'enfonce, et il s'enfonce, et vous ajoutez les émotions là-dedans, vous ajoutez la mémoire là-dedans, vous ajoutez la manipulation astrale, psychique dont l'homme est totalement inconscient là-dedans, mais vous avez facilement accès à l'anxiété. Est-ce que l'angoisse ou l'anxiété, il n'y a pas de nuance, là? Il y en a. Il y en a une. Oui. L'anxiété, c'est l'aspect psychologique de l'angoisse. L'angoisse, c'est la déchirure profonde de l'âme face à l'explosion dans sa vie de toutes sortes d'expériences qu'il n'est pas capable de mater. Donc, l'angoisse, c'est réellement au niveau de l'âme. L'anxiété, c'est au niveau psychologique. Et un est simplement la partie du iceberg. Un prépare l'autre. Un est en relation avec l'autre. L'anxiété, c'est la partie en surface du iceberg. L'angoisse, c'est le fond. OK. Est-ce que l'angoisse pour un individu est fondée sur le fait qu'il se donne une finalité? Est-ce que c'est le fait de se fixer un objectif ou de voir la vie d'une certaine façon qui va générer éventuellement une angoisse profonde? Non, ça c'est une anxiété. Ça, c'est une anxiété. L'homme dans la vie a une anxiété qui peut devenir une angoisse. L'homme a une anxiété, c'est-à-dire qu'il fonctionne normalement au niveau psychologique. Avec son intellect, ses pensées. Mais s'il n'est pas capable de réussir à mettre un certain ordre dans sa vie, un sens dans sa vie, à ce moment-là, il va vivre une angoisse. Et vous voyez, vous venez de dire un sens à la vie. Direction. Tout le monde parle de sens. Ma vie a-t-il un sens? Je me cherche un sens. Quand c'est pas un sens. C'est pas un sens. L'homme, il fait toutes les choses à l'envers. Ouais. Il cherche un sens à sa vie au lieu de chercher un ordre dans sa vie qui donnera à sa vie le sens qu'elle a de besoin pour bien se parcourir. On fait les choses à l'envers. Donc, automatiquement, en se cherchant un sens, on fait de l'anxiété. En cherchant un ordre ou en essayant de trouver l'ordre ou en essayant d'établir l'ordre dans la vie, ce qu'on ferait, c'est qu'on détruirait l'angoisse. En détruisant l'angoisse, l'anxiété partirait. Donc, on fait à l'envers. On taponne au niveau de la partie supérieure du iceberg, mais on ne travaille pas au niveau du fond du iceberg. Et là, on va dire, ben oui, mais on va commencer à travailler au niveau du iceberg à la pointe, puis ensuite, on s'occupera du fond. Et c'est le contraire, on doit aller dans le fond, et la pointe va disparaître. Parce que si on s'occupe de la pointe, le fond va toujours demeurer.
Donc, quand vous dites, par exemple, quand vous ajoutez sens au lieu d'ordre, déjà, vous faites une erreur. Parce que se chercher ou chercher du sens dans la vie, c'est l'affectation qu'a l'ego pour sa propensité psychologique, alors que l'ego devrait s'occuper de se créer un ordre global dans sa vie, et de ceci, il vivrait le sens de sa vie. Mais l'ordre dans la vie d'un individu, ça lui a été dicté dans son développement familial ou social. Est-ce que l'ordre dont vous parlez, c'est un ordre qui a des caractéristiques humaines, sociales, ou c'est une autre sorte d'ordre dont vous parlez? L'ordre dont je parle, c'est un ordre qui a une qualité mentale supérieure, qui fait partie de l'intelligence de la conscience et qui doit s'imposer sur le manque d'intelligence ou sur la mécanicité de la vie. Je donne un exemple. Je donne un exemple simplement pour illustrer quelque chose. Vous avez une jeune femme qui est en amour avec son patron au bureau, qui lui est en amour avec une autre femme et qui est mariée à une autre femme. Donc, elle vit un amour de bureau profond. Lui est déjà marié. Ensuite, il y a une maîtresse, puis il y a elle. Fait qu'il y a deux maîtresses, puis sa femme. Cette personne-là, si elle est la moindrement intelligente, elle va le sacrer là. Elle va arrêter ça, elle va couper ça, parce que, quelque part dans le temps, le type, soit qu'il revienne à sa femme, très probablement, ou s'il ne revient pas à sa femme, il va avoir déjà pris l'habitude de deux femmes. Peut-être qu'il va en avoir trois. Fait qu'elle sera toute seule. Mais elle l'aime. Vous savez qu'est-ce que c'est une femme quand ça l'aime? C'est terrible. C'est terrible, un amour de bureau. Terrible. Bon. Alors, à ce moment-là, si elle ne met pas d'ordre dans sa vie, donc, il y a quelqu'un qu'elle rencontre, puis qui dit, bon, ben écoute, Madeleine, si tu n'arrêtes pas ça, tu vas souffrir. Bien, elle répond, ben je l'aime. Donc, il y a une partie d'elle qui aime, ça c'est l'âme. Il n'y a pas d'ordre, là. Il n'y a pas d'ordre là-dedans. C'est un désordre voulu, aimé. C'est de la flagellation. Mais aimer dans une condition telle que la sienne, c'est tellement extraordinaire que ça va y prendre des grandes preuves pour qu'elle casse. Donc, c'est pas le conseil de cette petite chum ou le conseil d'autres personnes qui vont faire qu'elle va casser son amour de bureau parce qu'elle vit une expérience d'âme trop profonde. Elle a quelque chose à apprendre. Mm-hmm. Puis ce qu'elle a à apprendre, c'est qu'elle doit casser sa tête de cochon dans l'amour. Mm-hmm. Mais le désordre qui est occasionné dans cette situation-là est vécu pour elle comme étant un bien-être. Ce désordre-là qu'elle vit au début, c'est un bien-être. Mais donnez-y 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Ça va être un enfer. Parce qu'au bout de 7 ans, il ne voudrait pas marier. Il a connu toute la géographie de son corps. Il a connu toute d'elle. Il en connaît d'autres. Puis en plus de ça, il y a la sécurité de sa femme qui aime bien anyway. Ça fait que si elle n'est pas assez intelligente pour réellement mettre de l'ordre dans sa vie, à ce moment-là, il n'y aura jamais de sens dans sa vie. Elle veut s'en donner un sens. Fait qu'elle continue, puis elle arrive toujours une demi-heure avant le temps, 8 du matin. La meilleure employée du bureau, pas 8 heures, 7h30. Elle donne un sens à sa vie. Le monde dit, comment ça fait que tu arrives si de bonne heure? J'aime ma job, je comprends qu'elle aime sa job parce qu'il est là. Mais quand il prend des vacances le mercredi, elle est off. Elle aime pas ça. Fait que ça va loin, l'affaire. Fait que... Donc, le désordre pour un individu, pendant une certaine période de temps, ça peut être une forme de bien-être, mais... Ben oui, c'est du parfum, c'est un élixir, c'est un espoir. Puis je vais vous dire une chose, l'homme de la terre vit et piétine et entretient constamment une forme quelconque de désordre ordonné. De désordre toléré? De désordre ordonné. Ordonné. Il y en a, c'est du désordre réellement désordonné. Mais il y en a, c'est du désordre ordonné et on vit et on entretient, on peut entretenir un désordre ordonné pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ma grand-mère a vécu un mariage avec mon grand-père dans un désordre ordonné pendant 60 ans.
C'est à 60 ans, là, pendant 60 ans, là, les petites games d'ego entre les deux, puis les petites ci, puis les petites ça, pendant 60 ans. Aujourd'hui, on est un petit peu plus intelligent, là, on coupe ça short. Mais dans ce temps-là, ça a-tu duré longtemps, les désordres ordonnés? Mais ça n'a pas changé parce qu'on a d'autres sortes, d'autres formes de désordres ordonnés. Et parce qu'il y a là-dedans beaucoup de passion, beaucoup de pulsions, beaucoup d'âme, on continue à les maintenir, puis ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas de sens dans notre vie. C'est pour ça. Mais là, présentement, je suis anxieux parce que je ne sais plus qu'est-ce qui est de l'ordre et du désordre. La caractéristique de l'ordre... La caractéristique de l'ordre, dans le sens conscient du terme, Oui. c'est une faculté mentale sans émotion qui permet à l'homme de mettre la hache dans tout ce qui le nuit. Comment arrive-t-on à cette À court évidence? ou à long terme. À court ou court à long terme. ou à long terme. Il y a des conditions. Souvent, il y a des affaires, il y a des conditions de respect qu'il faut prendre. Il y a toutes sortes de choses. Oui. De l'intelligence, c'est de l'intelligence. Oui. L'intelligence, c'est toujours intelligent. Mais à court, c'est bien ça. L'intelligence, c'est toujours intelligent. Mais à court ou à long terme, quelque part, l'intelligence, elle met la hache dedans. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais l'intelligence, elle met la hache dedans. C'est ça l'ordre. Donc, l'ordre que je parle ou dont je parle, c'est une condition créative du mental qui, avec le temps, dans la mesure où l'homme prend conscience de sa force intérieure, grandit en force intérieure, voit les illusions de son ego, développe du discernement, en arrive à une plus grande lucidité, ainsi de suite. Éventuellement, son intelligence créative ne peut pas y empêcher de mettre la hache dedans. Ça, c'est l'ordre. Donc, l'ordre dont je parle ne fait pas partie du désordre ordonné de l'homme. Ce n'est pas une condition psychologique de l'ego. Ce n'est pas une attitude égoïque. C'est une absence totale d'émotion dans le mental. Donc, c'est la capacité de l'homme d'appliquer sa volonté créative dans sa vie. À partir de ce moment-là, l'homme trouve son sens. L'application de la volonté donne de l'ordre. L'application de la volonté est nécessaire pour avoir de l'ordre dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont de la volonté. Non. L'homme n'a pas de volonté. L'homme est volontaire. De la volonté, c'est la puissance créative de l'intelligence devant les obstacles insolubles par l'ego. Ce que les gens ont, c'est du caractère. Oui. Ah, j'ai du caractère. C'est plein de monde qui ont du caractère. Vous regardez leur vie. Qui veulent faire de l'ordre. Qui dictent des situations. Avoir du caractère, c'est pas assez. Du caractère, ça fait partie de l'âme. Tu viens au monde avec du caractère. Okay. Tu l'as pas. T'as une tête de cochon, tu t'es bien fin. Tu viens au monde préparé, t'es programmé. Mais avoir de la volonté, tu viens pas au monde avec ça. Pour avoir de la volonté, il faut être intelligent. Tu peux pas avoir de volonté si t'es pas intelligent parce que c'est l'intelligence de la vie qui t'amène à avoir de la volonté. Puis la volonté qui t'amène à avoir plus d'intelligence. L'intelligence t'amène à avoir de la volonté. Puis la volonté qui t'amène à avoir de l'intelligence. Tu peux pas avoir de volonté sans intelligence. Tu peux pas avoir d'intelligence sans volonté. Les deux vont ensemble. Puis après, quand t'es as ces deux-là, là, tu peux bénéficier et vivre d'amour dans le sens d'une conscience qui aime intelligemment. Mais en bas ou en dessous de ça, la volonté de l'homme, l'amour de l'homme, l'intelligence de l'homme, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Il y a combien de personnes qui aiment et qui souffrent? Tu peux pas aimer et souffrir en même temps, ça n'a pas d'allure. C'est bon pour les poètes, ça. On va dire. Tu peux pas être intelligent et stupide en même temps, ça n'a pas d'allure. C'est bon pour les philosophes. Tu peux pas avoir de la volonté et pas en avoir en même temps, c'est bon pour les malades. Donc, soit tu n'as de la volonté ou tu n'as pas. De l'intelligence, tu n'as ou tu n'as pas. De l'amour, tu n'as ou tu n'as pas. Donc, l'amour, la volonté et l'intelligence, ça se polarise pas. C'est pas un jour où tu l'as, puis un jour où tu l'as pas. Un jour où t'aimes, puis un jour où t'aimes pas. Puis un jour où t'es ci, puis un jour où t'es pas ça. C'est ça que l'homme appelle de la volonté ou de l'intelligence ou de l'amour. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a de la volonté ou de l'intelligence ou les deux ensemble au moment où on vit de la constance? Ah. Est-ce que c'est un élément? Quand tu commences à avoir de la constance dans ta vie, là, puis que tu es capable intuitivement de voir, puis de sentir, puis tu commences à sentir que tu l'as le contrôle, tu en as de la constance. Il n'y a rien de plus plate qu'une vie consciente. Parce que dans une vie consciente, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas heureux à soir, malheureux demain, puis heureux demain soir, malheureux demain soir. C'est ça qui C'est toujours de même. C'est pour ça que je dis un homme conscient n'est pas intéressé à être heureux.
Il est intéressé à être bien dans sa peau. Tout le temps. Puis tout le temps. Puis tout le temps. Hitchcock, il disait, il y a quelqu'un qui avait demandé à Hitchcock une journée, qu'est-ce que c'est pour vous être heureux? Puis Hitchcock, il disait, être heureux, c'est quand il n'y a pas de nuages dans le ciel. Pas de nuages. Tandis que nous autres, être heureux, c'est que ça marche, il n'y en a pas, puis après ça, ça tombe, il y en a, puis ensuite, il n'y en a pas, puis ensuite, ça... Mais ça, c'est l'expérience de l'âme. Un homme conscient n'est pas intéressé à être heureux à soir et puis malheureux demain. Avoir de la volonté à soir et pas de l'avoir demain. Être intelligent à soir et puis être stupide demain. Soit que tu l'es tout le temps ou que tu ne l'es jamais. Donc, pour l'être tout le temps, mais il faut qu'il voie à travers les illusions de son intelligence qui monte, qui descend, son amour qui monte, qui descend, puis sa volonté qui monte, qui descend. Est-ce qu'un individu peut être constant et quand même avoir dans sa vie des hauts et des bas? Tu peux être constant et vivre des changements vibratoires dans ta vie. Mais les changements vibratoires dans ta vie font partie du raffinement de tes corps. Mais tu es toujours bien dans ta peau. Mais ça fait partie du raffinement de tes corps parce que ton esprit travaille, puis il raffine, puis il raffine, puis il raffine. Mais tu as toujours la volonté. Tu as toujours l'intelligence. Tu as toujours l'amour. Tu as toujours la volonté dans le sens que il peut te mettre... bon, je te donne un exemple. Bon. Moi, je peux avoir une situation, une expérience qui va arriver dans ma vie, puis bon, ça va changer mes vibrations un peu. Mais un peu. Parce que si ça change trop, c'est final. Moi, je suis capable, je retourne mon chapeau de bord. De même. Autrement dit, je veux bien là, que mon esprit travaille, l'intégration, puis la conscience, puis tout ça, là, que j'appelle la conscience, là. Mais brasse-moi pas le cul trop. Tu sais, parce qu'il va venir un jour comme m'a cassé ma situation, donc tu pourras pas rien faire. Tu veux mettre ma maison en... Il m'arrive un accident, ma maison passe en feu, m'aller m'asseoir le cul d'un île, d'une petite cabane en papier. Je suis capable de le faire. Je lis la volonté de le faire. Donc, c'est comme s'il vient un point où ta source ne peut pas taponner trop avec tes reins. Puis ils le savent. Puis ils vont te le dire. Mais Donc, il vient un point dans la vie de l'homme où l'homme commence à avoir le contrôle. On s'est fait chier dessus pendant l'involution. Ça, c'est anormal. On était ignorant. C'est l'involution de l'âme. C'est l'expérience de l'âme. Mais à partir du moment où l'homme commence à connaître la game qui se joue en dedans, là, puis qui commence à réellement savoir ce qui se passe, puis ils vont pas te le dire, il faut que tu le découvres, Fait que finalement, là, l'homme devient suffisamment créatif, autrement dit, il y a assez de lumière dans son mental pour voir de l'air. Finalement, il se crée un équilibre. Fait que sa volonté est là, son intelligence est là, son amour est là. Fait que les forces psychiques de son être peuvent plus taponner avec. C'est là que l'homme commence à être libre. On ne parle pas de sensiblerie, là. Non. On parle pas de sensiblerie, là. On parle pas de sensiblerie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne tolèrent plus parce qu'ils se disent incapables de supporter une situation, se disant trop sensibles, alors qu'en réalité, c'est un manque de volonté. Ouais, de la sensiblerie, de la sensiblerie, ça fait partie de l'âme. De la sensiblerie, c'est une hypersensibilité qui n'est pas réellement mentalisée. Moi, je suis sensible, mais je suis pas j'ai pas de sensiblerie. Puis ma sensibilité, mais c'est mon garde-fou. Autrement dit, là, taponnez pas trop avec moi. Juste un petit peu, après ça, paf, parce que finalement, l'homme va découvrir qu'il y a beaucoup plus de pouvoir sur sa vie qu'il pensait avant. Mais pour ça, il faut qu'il apprenne d'abord à mettre de l'ordre dans sa vie. Puis ça, l'homme n'a pas appris à mettre de l'ordre dans sa vie. L'ordre dont vous parlez et l'expression de la volonté que vous parlez, est-ce que c'est une lutte à finir avec des forces et non pas avec des individus? Ah, bien dit. L'ordre, c'est une lutte à finir avec les forces. Ce n'est jamais avec des individus. L'ordre dont je parle, c'est avec les forces en toi. C'est avec toi. Faut que tu donnes cette partie de toi qui est très forte, qui est cosmique. Faut que tu la donnes. C'est ça l'ordre. Et ce que vous dites, c'est très important parce qu'il est là le point. C'est pas avec des individus. Les individus n'ont rien à faire là-dedans. C'est avec toi-même. Quand l'homme aura la force de mettre son double sur le spot, autrement dit, qu'il aura la lucidité pour voir à travers ses games utiles, créatives,
À ce moment-là, l'homme mettra de l'ordre dans sa vie et cet ordre-là ne sera pas rompable, ne pourra pas être brisé. Un homme qui a de l'ordre dans sa vie, cet ordre-là va demeurer dans sa vie jusqu'à temps qu'il change de plan parce que ça fait partie de la fusion de son être. Ça ne fait pas partie de l'expérience de l'âme. Est-ce que vous pourriez dire que l'ordre nécessaire et le combat qui a à faire avec les forces suppose, par conséquent, que tout être dans notre vie qui peut nous donner l'impression qu'on vit un désordre n'est pas responsable ou coupable, ou n'est pas la source ou la cause de notre désordre. C'est nous-mêmes qui devons absolument vivre. Est-ce que vous iriez jusque-là? On est toujours responsable de notre désordre. Quand même vous blâmeriez n'importe qui autour de vous, ça, c'est un alibi que vous vous donnez. Vous affaiblissez votre position. Chaque être humain est responsable de la qualité d'ordre ou de désordre dans sa vie. Vous pouvez jamais dire, ah ben, ma belle-mère est de même, ou mon grand-père est de même, ou mon frère est de même, ou mon boss est de même. C'est vous qui êtes responsable du statu quo de votre conscience. Et si vous maintenez votre conscience dans un statu quo, la vie elle va continuer, les perturbations vont continuer, et vous paierez pour. Parce que l'homme, ultimement, c'est un être qui est autodécisionnel. Pas collectivo-décisionnel, autodécisionnel. Pourriez-vous développer? Hein? L'autodécisionnel pour l'homme conscient, c'est la réalisation mentale, quand il est arrivé à un certain niveau de conscience et de fusion, que sa vie, la valeur de sa vie est intouchable, à tous les niveaux. Donc, que ce soit sur le plan occulte, que ce soit sur le plan matériel, sa vie est intouchable, donc il ne peut pas recevoir de l'extérieur de lui-même des indices trop rigoureux qui mettraient sa vie en déséquilibre. Un homme qui est autodécisionnel, dans le fond, c'est un initié. Il est initié à son propre mystère. Il est initié à sa propre réalisation. Et il est capable d'être autodécisionnel pour lui-même. Il peut être autodécisionnel par rapport à ses proches, ses enfants, sa femme, ainsi de suite, les gens avec lesquels il y a une relation de conscience étroite, ainsi de suite. Et ces êtres-là seront autodécisionnels par rapport à lui. Donc, la famille deviendra elle-même autodécisionnelle, ainsi de suite. Et l'autodécision, c'est la perception créative de la mentalité de l'homme à l'échelle cosmique de son mental. Donc ça n'a pas de limite. Et quand je dis que ça n'a pas de limite, là, ça veut dire qu'un homme rendu à ce point-là est capable de même utiliser les plans occultes de sa conscience pour corriger ce qui marche pas sur le plan matériel. Est-ce qu'on pourrait affirmer que quelqu'un qui prend une décision à notre place, ou que l'individu qui se laisse dans l'impression qu'un individu l'a forcé à prendre une décision, crée un désordre dans sa vie? C'est qu'il y a des gens qui par l'information, prennent une information d'une personne qui vont respecter, mais cette information devient pour eux le prétexte de prendre une certaine décision, mais ça ne vient pas d'eux, c'est pas senti par eux. Est-ce que ça crée du désordre dans la vie de l'individu? Il y a de l'information comme ça qui peut être utile, puis il y a de l'information comme ça qui peut être totalement inutile. Ça dépend de la qualité du conseil, ou ça dépend de la qualité de l'information. Mais un homme un homme conscient, là, par exemple, peut facilement prendre des conseils ou de l'information venant de l'extérieur. Mais il va mesurer cette information-là par vibration. Il va savoir si ça marche ou si ça marche pas. Bon, on va prendre, par exemple, moi, je suis un homme d'affaires. Bon, je suis dans les affaires. Alors, il y a beaucoup d'informations, des décisions qui se prennent dans mon entourage. Bon, alors, je peux pas tout faire. Alors, il y a des gens qui prennent des décisions, ainsi de suite. Alors, quand on prend une décision, par vibration, je sais que c'est bon. Ça marche. Mais si on prend une décision qui est pas créative, où il y a une faille dedans quelque part, à ce moment-là, je vais l'arrêter. Je deviens autodécisionnaire. OK, vous devenez autodécisionnel. Les gens autour de vous. Les gens autour de moi vont voir la raison de ma décision parce que je vais leur expliquer. Mais expliquer, ça ne leur donne pas la décision. Non, expliquer, ça va corriger leur décision, ça va donner plus d'amplitude à leur pouvoir décisionnel dans un avenir prochain, dans un autre temps. Okay. Autrement dit, il y a des choses qui n'auront pas vu présentement au niveau du décisionnel que demain ils verront parce que ça leur a été expliqué. Autrement dit, c'est comme amener leur esprit à aller un petit peu plus loin dans le raffinement créatif de leur mental. Pardon. Donc, la prochaine fois, quand tu prendras une décision, ben, elle passera bien.
j'aimerais appuyer sur le fait que quand vous parlez d'autodécision, vous me parlez d'une reconnaissance vibratoire et non pas d'une logique dans l'information. Non. Dans La logique de l'information est valable seulement dans la mesure où elle permet à l'information d'être codifiée intellectuellement. Ouais. La vibration dans l'information est valable ou utile ou créative dans la mesure où elle vient d'un plan qui n'est pas égoïque, mais qui est connecté à l'ego. Donc, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus perfectionné, c'est beaucoup plus instantané, c'est beaucoup plus absolu, c'est beaucoup plus vaste en conséquence. Une décision ou une information qui est reçue vibratoirement par un ego va automatiquement prendre en conscience les lois de conséquence. Tandis qu'une décision qui est prise par un ego au niveau de l'intellect à travers la logique ne va pas prendre en conscience les conséquences de l'action. Bon, on va prendre un exemple dans le monde de la science. Supposons qu'un homme qui travaille aujourd'hui dans une industrie chimique, il fait un produit quelconque. Si cet homme-là était conscient, par vibration, il saurait si ce produit-là, au cours de l'évolution de son historicité, va amener la civilisation ou la société à souffrir, par exemple, de pollution. Sur une base de 100 ans, 200 ans, 50 ans, 20 ans. Tandis qu'un homme, sur le plan de la logique, ne verra pas loin de même. Parce que le produit est dans le labo. C'est un beau produit. Il y a le prix Nobel. Mais il n'est pas rendu dans terre. Les conséquences. Alors que l'esprit connaît les conséquences de l'acte. L'ego ne connaît pas les conséquences de l'acte. Donc la logique est totalement incapable de suivre l'historicité ou le mouvement ou la continuité de l'objet ou de l'action dans le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de graves problèmes de pollution dans le monde. Pourquoi? Parce que les hommes politiques ou les scientifiques n'ont pas pris des décisions qui étaient vibratoirement en harmonie avec leur conscience. Ils ont pris des décisions qui étaient logiquement harmonisées par leur intellect en fonction des structures psychosociales, économiques du temps où ces travaux ont été faits. Et on en souffre et on paye le prix et on va le payer le prix. Mais est-ce qu'une vibration dans le phénomène de la décision, ça nous informe totalement de tout ce que vous venez. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ben non, parce que si l'esprit communique avec l'ego ou le double communique avec l'ego de l'information au niveau des lois de conséquences, mais l'homme ne sera pas capable de soutenir tant d'énergie, tant d'informations. Les cellules sauteraient parce que l'esprit c'est trop vaste. Mais je vous donne un exemple, un homme conscient qui est en communication avec sa source, puis qui travaille dans un laboratoire, par exemple, ou qui travaille au niveau, genetic engineering. Bon, mais à ce moment-là, s'il fait quelque chose, puis qui est en harmonie avec sa source, tout ce qu'il va faire va être en harmonie au niveau du destin de l'objet, ou de la science, ou de la trouvaille. Parce que le double va toujours lui faire voir, va toujours corriger, va toujours l'amener plus loin dans le perfectionnement ou dans la neutralisation de cet objet-là par rapport au destin de l'humanité ou de la race récipiendaire. Mais l'homme ne fonctionne pas de même. C'est ça le danger de la science aujourd'hui. La science, elle est très belle, elle fait partie de la manifestation du mental très développé de l'homme, mais la science, d'un autre côté, est en train, pour des raisons d'évolution et de raisons d'inconscience dans son sein, de mettre en péril la planète. Donc, l'homme a besoin de retourner à sa source. L'homme a besoin de vivre le contact télépathique, pas simplement intuitif. Pendant l'évolution, on a vécu l'intuition, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais l'homme a besoin de beaucoup plus que l'intuition. Il a besoin d'être en communication verbale, mentale, télépathique, télépsychique avec les circuits universels, c'est-à-dire avec les gouvernements parallèles qui font partie de l'ordre des choses, qui font partie de l'organisation invisible des mondes à tous les niveaux. Sinon, il n'a pas accès à une science suffisamment vaste pour empêcher que le décisionnel logique, mécanique, cartésien de l'homme moderne bouleverse tout. Donc, avoir de l'ordre, c'est très loin. C'est très vaste. Très vaste, avoir de l'ordre. D'ailleurs, avoir de l'ordre, ça n'a pas de fin. Ça nous donne l'impression, en tout cas, quand on est subjectif, que du désordre, c'est toute notre vie.
La subjectivité, c'est une forme plus ou moins harmonisée de désordre. Il y a des gens qui ont des belles vies, ont du fun, travaillent, Mais c'est pas de l'ordre. ils ont des petits comptes en banque, ils se sont protégés. Il y a un certain ordre, là, ils se sont protégés. Mais c'est un ordre psychologique, c'est un ordre qui fait partie de l'équilibre de leur civilisation. Fait que t'es safe, là, t'as des petits comptes en banque. Imagine-toi qu'il y a un gros crash demain matin. Qu'est-ce qui arrive à ton petit ordre? Qu'est-ce qui arrive à ton petit ordre, là, que t'as développé pendant 20, 30, 40 ans, là, tes blue chips que t'as, là, General Motors, ITT, là? Qu'est-ce qui arrive, là, quand il y a un crash? Ah, là, le petit ordre, il est plus aussi ordonné qu'avant, là, hein? Là, faut que t'envoies le psychiatre, là. Le psychologue, là, hein? Il m'a dit que ma mère, le psychiatre. Tu vas voir le psychiatre, hein? Fait que, tu sautes du châssis, hein? Oui. Fait que c'est pas de l'ordre, ça, quand t'es rendu que tu sautes du châssis. Okay? Mais Fait l'impression. que, ça va loin, à faire. Fait que, un homme conscient, mais qu'est-ce qui va arriver? Il est conscient, donc il a accès à sa source. Donc, son chum, il dit, hey, Jean-Paul ou Bernard, je m'appelle Bernard Montréal. Il dit, Bernard Montréal, t'as des petites scènes de côté, toi, là, tu serais pas intéressé à mettre de l'argent dans un stock, toi. Fait que, qu'est-ce que je fais, moi? Je doute pas que t'as des bons stocks ou whatever, mais je vais aller en dedans. Puis je vais dire, j'en mets-tu des petites scènes dans mon stock? Il va dire, c'est pas le temps. C'est final. Quand même tu me donneras le plus beau portfolio, c'est fini. Parce que, en dedans, je sais que c'est pas le temps. Ça veut pas dire qu'il est pas bon ton stock. Puis tu vas m'arriver à la semaine prochaine, tu vas dire, Bernard, j'ai fait 5000 piastres. Je vais dire, je suis bien content pour toi. Mais moi, Mais si ça vous dit c'est pas le temps, ça vous explique aussi qu'en l'an 2000, parce que vous avez mis 1000$, ça a eu telle conséquence. pas nécessairement. Ça vous Pas dit nécess- simplement c'est pas le temps. Pas le temps, moi. S'ils me disent pas le temps, pas le temps. Autrement dit, j'ai pas une tête de cochon. Donc une Pas le vibration. temps. Une vibration, c'est simple. C'est simple. Pas le temps, pas le temps. Vous dites, pourquoi pas le temps? Là, pas intéressant, en fait. Je suis pas intéressant à connaissance. OK. Je suis pas intéressant à savoir pourquoi est-ce que le stock marche, pourquoi est-ce qu'il marche pas. Si tu me le demandes, là, ça vient de l'extérieur, c'est ton affaire. Mais en dedans, pas intéressé. J'attends, je veux pas penser, moi, je suis bien, pas le temps, pas le temps. Vous autres, pourquoi pas le temps? La vie, Donc, si je comprends bien, de vivre selon la vibration, c'est pas compliqué. c'est très simple, c'est ça, vivre. Moi, je vis, j'existe pas. Mais c'est très dur d'arriver là. Pourquoi? Parce qu'on existe. On s'est créé un petit ordre. OK. On s'est créé un ordre social, psychologique, subjectif, égoïque, basé sur notre religion, basé sur nos systèmes politiques, basé sur notre petit qu'on en vend. Fait que quand ça saute, ça, sais-tu que tout saute? Fait que la première chose que tu fais, ben, tu penses aller voir ton psychiatre. Hein? Même ça marche. Ce contact avec la vibration pour éliminer l'angoisse, pour éliminer l'anxiété, pour finalement faire de l'ordre et le vivre simplement, le départ, il se fait où? Il se fait, le départ, il se fait à partir du moment où l'homme commence petit à petit à réaliser que c'est pas lui qui pense. Tant que tu penses, t'es fourré, puis tu vas être fourré forever. That's it. Tant que tu penses, c'est l'évolution. Je comprends pas, ben, je le comprends, mais je comprends pas que ça a pris si longtemps pour l'homme de réaliser que c'est pas lui qui pense. C'est extraordinaire de réaliser que c'est pas lui qui pense. Mais l'homme, il veut penser que c'est lui qui pense. Parce que sais-tu, quand tu commences à penser que c'est pas toi qui penses, tu commences à te demander ce que t'es. Tu sais, c'est quoi, moi? Je suis quoi, moi, là-dedans? T'sais? Fait que là, l'ego, il fait de l'overtime. C'est une grande source de désordre. Hey! On fait de l'angoisse aussi. On fait de l'angoisse. Parce que ça attaque l'âme. Parce que ça attaque l'ego. L'ego. Ben oui, parce que ça attaque l'ego. Ça attaque puis ça crée de la réflexion dans le mental. Tout le monde te dit, puis l'homme, l'expérience de l'homme t'a toujours laissé savoir que tu penses, on pense qu'on pense. Je dis qu'on pense. On sait qu'on pense. Mais quand tu commences, quand il y a un niaiseux comme moi qui arrive dans le monde, puis il dit, hey, on pense qu'on pense. Ça choque. On n'aime pas ça. Tu sais, j'étais un doctorat à l'Université de Montréal. J'aime pas ça me faire dire par un petit gars, moi de même, qu'est-ce que c'est ça, Bernard Montréal? Qu'on pense, qu'on pense. J'étais un psychologue, moi, je suis pas intéressant de me faire dire qu'on pense, qu'on pense. Mais le conflit est profond, faut le comprendre aussi, parce que le combat qui se livre est énorme. Le combat qui se livre est énorme, mais c'est ça, l'évolution. L'évolution, la pente vers la terre du V, puis l'évolution, la remontée. On n'a pas de choix.
L'homme doit en arriver un jour à retourner à sa source, à prendre conscience de sa source. Puis après ça, une fois qu'il a conscience de sa source, il est plus intéressé à penser qu'il pense. Tu me vois-tu, moi, penser que je pense? L'autre, il rit en dedans. Penser qu'on pense. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est la plus grande aberration que l'humanité, qui a été imposée par l'humanité pendant des siècles. Et savez-vous qui c'est qui maintient ça? C'est l'astral. C'est le monde de la mort. Ils ont du pouvoir. Ils veulent que l'homme retourne à la mort. Ils ne sont pas intéressés à ce que l'homme passe à la conscience éthérique. Ils veulent que l'homme retourne à la mort. Fait que c'est ça la manipulation. Fait que demandez-vous pas pourquoi est-ce que la planète Terre, c'est ce que c'est, hein? Normal. J'ai un scénario. Je dois être honnête, ça m'a déjà arrivé de le vivre. Une personne vous engueule et plutôt que de dire vous lui dites qui est-ce qui me parle. Ça prend la personne par surprise. C'est assez... Ça bouleverse un peu la conversation. Ouais. Mais il faut le faire. Mais disons que dans une salle comme ça, là, on a des personnes qui, à soir, ont le goût d'essayer de ne pas penser. Est-ce que l'expérience pourrait être, peut-être pas valorisante pour l'ego, mais est-ce que l'expérience pourrait avoir des résultats? Oui. C'est parce que moi, je suis intéressé à savoir comment on fait de l'ordre. Oui. Et puis, s'il faut absolument aller chercher ce contact-là et trouver la vibration, il faut qu'il y ait un moyen. Il y a des gens qui me demandent s'il y a des moyens. Oui. Mais ça fait partie de votre expérience à vous autres. Moi, je suis pas intéressé d'être un thérapeute collectif. Je veux bien expliquer comment ça marche, mais ça s'arrête là. Oui. Ouais. Sans ça, là, t'es pris avec des entités de tout le monde, là. Ça va loin, ça va là. Fatigant? Non, moi, je me repose. Non, mais je parle... mais je parle pas de vous, là. Je parle des gens là, qui, dans la salle, voudraient vivre l'expérience. Toutes les personnes ici veulent faire de l'ordre dans leur vie. Mais comme se mettre des sous à la banque ou des choses du genre, organiser sa vie, c'est pas suffisant. Il faut absolument avoir ce contact intérieur pour amorcer ça. OK. Pour répondre à votre question, là, un homme qui vivrait qui ferait cette expérience-là intérieure pourrait avoir une réponse objective ou pas avoir de réponse du tout. Fait que si l'homme se demande si c'est vrai que c'est pas lui qui pense, il peut avoir une réponse qui va dire oui. Ou il peut avoir une absence de réponse. Ce qui est assez fréquent. Bah. Fait que si vous avez une réponse qui est dans l'affirmative, mais à ce moment-là, mais continuez à travailler dessus. Autrement dit, parler avec la source, c'est comme parler avec un être humain. Puis là, vous allez commencer à voir comment ça se joue la game. Quand vous aurez fait ça pendant 10-15 ans, mais vous aurez l'expérience de l'intelligence. La pratique. La pratique, oui. Seulement, prenez-les pas pour du cash. Parce que là, ils vont vous passer au bat. Mais ça, c'est l'autre problème, ça qui vient, c'est le phénomène de la preuve. Parce que pour certaines personnes, de vivre cette expérience du contact, ça peut être accessible. Ils peuvent être même des exemples pour d'autres. Mais la preuve dans le concret, La preuve, c'est la grande infirmité de l'ego. Avoir besoin d'une preuve, c'est la preuve qu'on est inconscient. Donc, c'est impossible de s'en sortir. Si on considère que tous les gens qu'on rencontre, à qui on ne donne pas un crédit naturellement dans une conversation, s'ils ne nous fournissent pas une preuve, ou si nous, on attend une preuve, on tourne en rond. Il faut que ça casse en quelque part. Là. Tant que l'homme cherche la preuve, il cherche la sécurité égoïque. Puis quand tu es rendu dans ces domaines-là, la sécurité égoïque a sauté par le châssis depuis longtemps. T'sais. Ça fait que ce qui va arriver, par exemple, si une personne parlait avec une personne consciente puis voudrait une preuve, c'est possible qu'une personne consciente donne une preuve à une personne inconsciente. Mais il va le faire pour des raisons d'évolution, pour l'amener, pour l'aider à voir. C'est quelque chose, dans le temps. Mais il va pas nécessairement le faire. Parce qu'une personne consciente n'est pas
assujetti à ça. Oui, il n'est pas intéressé à la preuve. Il n'est pas intéressé à la preuve. Tout ce processus-là a été détruit par la source. Oui, mais Donc, la preuve, ça fait partie de la requête égoïque, ça fait partie de l'insatisfaction égoïque, ça fait partie du doute égoïque. Mais ça fait partie de l'expérience de l'ego. est-ce que vous diriez qu'à force de vivre de la souffrance, là, à l'accumulation d'une quantité phénoménale de souffrance, un individu en arrive un bon matin à se lever, puis ça lui parle? Ça devrait parler avant ça. Ça devrait parler avant ça. Mais il y a deux sources, là. Si l'homme a, surtout aujourd'hui, là, à la fin du 20e siècle, avec les sciences, la science occulte de la psychologie, qu'on peut appeler, ou la conscience supramentale, ou la psychologie supramentale, avec cette science-là, avec cet outil-là, ça prend pas trop longtemps avant que ça se fasse. Donc, dès que l'individu est informé de cette... Faut qu'il soit informé. Ça, d'accord. Faut qu'il soit informé. Faut qu'il soit informé ou qu'il l'intuite. Il y a des gens qui le vivent, ça, par intuition, Ouais. ainsi de suite, depuis longtemps. Mais faut que l'homme en soit informé. Puis une fois qu'il en est informé, mais après ça, ça s'ouvre, puis ça s'ouvre, puis ça s'ouvre, puis ça s'ouvre. Parce que quelque part dans le temps, à partir du moment où il était informé, déjà son mental était visé. À partir du moment où son mental est avisé, lui a la capacité de réaliser qu'il n'est pas fou, en fin de compte. Parce que si tu vis ça tout seul, tu te poses des questions. Tu vas voir ton psychologue. Hein? Mais si tu as bien du monde qui vivent ça, puis il y en a de plus en plus de gens qui vivent ça, qui finalement en arrivent à une connexion avec le mental supérieur, mais sais-tu que quand tu commences à avoir 500 000 personnes qui communiquent intérieurement, ça fait bien des fous, ça, qui sont pas si fous pantoute, ça veut dire? Ça fait que, mais c'est un processus qui commence lentement, puis qui s'expansionne, puis qui s'expansionne. Mais aujourd'hui, déjà, on en sait trop pour que ça soit arrêté. Donc, a priori, l'information déclenche. Faut savoir. La communication maintient ou poursuit, Avec le temps, oui. Il y a des gens dans la salle que je connais, là. qui communiquent entre eux autres. Ouais, qui communiquent. Il y a des gens dans la salle, là, si on ferait la communication avec eux autres, là, ça se ferait de même. Boum, boum, clair et net. Il y a des gens, ça se fait pas clair et net. Ça dépend du taux vibratoire du mental, ça dépend de l'ouverture, ça dépend si l'individu a plus d'esprit que l'autre. Il y a des êtres qui ont beaucoup d'esprit. C'est comme de la lumière, ça. Il y en a qui ont bien de la lumière, il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont quasiment pas, puis il y en a tout un petit peu. Mais si tu en as trop petit peu, ben, tu peux pas éclairer toute une salle comme ça. Bon, ça prend bien de la lumière. Fait que si t'as bien de la lumière, ben à ce moment-là, t'as pas besoin d'en avoir gros comme dans 10 ans puis dans 20 ans. Mais si t'as assez de lumière, mais à ce moment-là, ça se fait, ça. Parce que l'ajusteur a pensé ou le double, c'est pas facile pour le double de communiquer avec l'homme. À moins qu'il fusionne avec un gars comme moi, là il t'enlève tous tes moyens, puis tous autres qui runnent, jusqu'à temps que tu les mettes à leur place. Ça, c'est long, puis des grandes souffrances. Mais pour l'homme, là, en respectant son équilibre psychologique, en respectant le fait qu'il travaille, puis une job, ainsi de suite, puis qu'il n'est pas un initié dans le sens que moi je le suis, là, c'est pas facile pour eux autres, parce que l'ego est là, le doute est là, les corps sont là, faut pas qu'il en donne une trop grosse dose parce qu'il va aller à grande bâtisse, faut qu'il continue à travailler, prendre soin de sa femme, il y a plein d'affaires, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Le développement... Le monde, ils disent, ah ben moi j'aimerais ça être fusionné. C'est fait. Continue à travailler chez Eaton. Des illusions spirituelles, ça. T'es bien, là, justement. C'est parce que pour beaucoup de gens, la fusion, c'est un pouvoir. Oui, puis ça, c'est parce que les gens projettent. Ça, c'est de la projection. Tu sais? L'homme aura sa conscience dans le temps. En attendant, ce qui est important pour l'homme, c'est pas la fusion, c'est d'être bien dans sa peau. C'est de pouvoir travailler, prendre soin de sa femme, aller prendre des petites vacances en Floride, s'acheter une petite job de temps en temps, puis changer de bas, tu sais. C'est ça qui est important pour l'homme. Puis faire l'amour de temps en temps, tu sais. L'atmosphère, disons, de cette partie-là, c'est sur l'angoisse. Et l'atmosphère du phénomène de parler avec un contact ou avec des gens qui ont cette information-là, est-ce qu'on peut avancer que les individus qui ont cette forme de communication-là sont totalement libres d'angoisse ou d'anxiété? Sont totalement dégagés? Non. Parce qu'ils peuvent tout expliquer? Non. Non. Votre question est très bonne. Parler intérieurement, ce n'est pas une mesure de l'absence d'angoisse.
Parler intérieurement, les Indiens l'ont fait, les Grecs l'ont fait, c'est delphique, ça, c'est médiumnique, c'est plein de monde qui parle intérieurement. Donc, parler intérieurement, c'est pas une mesure de l'absence d'angoisse. Par contre, intégrer la jasette intérieure, intégrer toutes les conneries intérieures, ça, c'est l'absence d'angoisse. Ça, c'est l'intégration. Vous dites intégrer. Est-ce que vous pouvez expliquer le phénomène d'intégration de cette information psychique? C'est basé sur le principe fondamentalement et nécessairement absolu chez l'homme de ne pas croire. Strictement ça. Oh! Si vous saviez comment c'est important de ne pas croire, vous ne croiriez pas. Pas croire. C'est pas croyable. Pas croyable. Mais je pensais que c'était dans l'action qu'on intégrait. T'intègres dans l'action parce que tu n'as pas cru. Ah, OK. L'homme intégrera dans l'action lorsqu'il aura cessé de croire le moindre chose venant des plans. Après ça, il intègre. Parce que l'homme a déjà accès à sa lumière inouïe. Croire, c'est la plus grande. C'est le plus grand outil, le plus subtil outil, le plus dangereux outil qui a été imprimé dans le mental de l'homme par les plans, subtilement, à travers tout le système de pensée humaine depuis que l'homme est homme jusqu'à la fin du 20e siècle, jusqu'au début de l'évolution. Croire, c'est anti-homme. Si vous me dites quelque chose, ça a de l'allure, c'est intelligent. OK, c'est ça. Mais si vous me demandez de vous croire, je peux pas vous croire. Quand même, vous me diriez, écoute Bernard, il y a une soucoupe volante qui est descendue dans ma cuisine hier. Je te croirais pas. J'ai les marques, je suis brûlé. Je te croirais pas. Mais... Parce que probablement, d'abord, je suis capable de t'expliquer qu'est-ce que c'est, sans l'avoir vu. Puis même si c'est à ça, il faudra que moi-même, je le sache que c'est ça. Puis pour le savoir que c'est ça, je peux même pas permettre de croire aux autres en haut. Parce qu'ils nous pogneraient tous les deux, là. Tu comprends-tu, je veux dire? L'homme peut pas se permettre de croire. Je vais vous dire une chose. Autant l'homme de l'évolution a cru, autant l'homme de l'évolution ne croira pas. Ça sera la fin des maîtres. Ça sera la fin de l'autorité psychologique, philosophique, métaphysique, ésotérique, occulte sur la planète. Ça sera le début de la liberté de l'homme. Puis je vous avertis, parce que avec les années qui viennent, 21e siècle, l'homme va devoir apprendre une fois pour toutes à vivre par rapport à son centre mental et casser ça en lui-même, une fois pour toutes, la croyance, par rapport aux hommes et par rapport à la connexion, par rapport à la connexion interne à lui-même. Puis ça là, c'est la pire, parce qu'elle est occulte. Pas croire un homme, ça se fait. Mais quand tu es rendu à communiquer intérieurement, laisse-moi dire, il faut être lucide en maudit pour pas y croire, parce qu'ils sont intelligents en maudit. Ils vous donnent des preuves. Hein? Ils vous donnent des preuves. Ben, évidemment qu'ils vont te donner des preuves. Tu prends une petite médium, là, quand je pense à ces pauvres médiums là, qui traînent sur la planète. C'est plein. Hein? Bon, ben là, ils te disent, là, va donc mettre 500 pièces sur le cheval, la Blue Bonnet. Là, la petite médium, elle y va, puis elle met son petit 500 pièces. Il va rentrer, le cheval! Qu'est-ce que tu penses? C'est pas des cœurs. Il va rentrer. Tu vas chercher les mouches avec du miel. Fait que là, elle est contente, elle va voir sa chum, sa belle-mère, son frère, son mari. J'ai mis 500 pièces. Hey, venez donc ensemble, on en met 50 000, ça va rentrer. C'est fini. L'homme est naïf. Savez-vous qu'est-ce que c'est la naïveté? La naïveté, c'est l'absence de feu dans le mental. Un homme qui n'a pas de feu dans le mental n'a pas la capacité de déjouer les forces occultes de sa conscience, n'a pas la capacité de voir à travers le mensonge cosmique, n'a pas la capacité de voir à travers l'astral, donc n'a pas la capacité de voir à travers la polarisation du vrai et du faux qui vient vers lui à travers le mental par le biais du monde de la mort. Il n'a pas la capacité d'établir un équilibre, une unité de travail avec sa source, donc il est encore en initiation. Ça va loin de la naïveté.
Mais moi, ce qui m'impressionne le plus ce soir, c'est de voir qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être dans l'action pour intégrer, c'est-à-dire vivre la réalité de cette vibration-là. On peut tout faire le processus dans le mental. Non. C'est dans l'action. Ben là. C'est dans l'action. Rappelle-toi, il y a 4 ans. Dans l'action. Dans l'action. C'est dans l'action que tu l'as fait il y a 4 ans. Pas dans le mental. Okay. Dans le mental, tu n'étais pas capable de le faire. Tu le rationalisais occultement. C'est dans l'action que tu l'as fait. Oui, mais vous dites pas croire. Quoi? Ça permet d'intégrer. L'action, si on vit l'action pour se donner une preuve. Pas croire, ça nous permet de nous libérer des vertus psychologiques qui sont imprimées dans notre mental par la voix de la parole parlée d'un homme ou par la voix de la parole télépathisée d'un être qui est sur un plan invisible. Okay. Pas croire, c'est une sécurité profonde. Pas croire, c'est une sécurité profonde. Un homme qui ne croit pas est incapable d'être joué des tours. Un homme qui croit, il est fini. Même s'il est fini gros de même, il est fini. Mais ça n'interrompt pas l'action. Mais ça n'interrompt pas l'action. Au contraire, ça rend l'action extrêmement objectivée, c'est-à-dire libérée de toute forme de conscience subjective, émotive, ésotérique, spirituelle, médiumnique, whatever. Pas croire, là. Moi, je suis probablement, sur notre planète, le seul homme qui réellement ne croit pas. En profondeur. Ça veut pas dire ça qui nie. Oui. Il y a des gens qui comprennent pas trop ce que je veux dire. Ouais. Ils me font penser, ben, comment, c'est pas croire. Ben, quand je dis pas croire, je nie pas que des petits hommes verts sont venus dans ta cuisine. Je le nie pas. Je nie pas ce que Richard Glenn va dire. Je nie pas. Je suis trop intelligent pour savoir ce qui se passe au niveau des plans. Mais, je crois pas. Ça veut dire que je ne m'implique pas émotivement dans quelque forme d'événement amené par la voie de l'information en mon mental et possiblement coloré par le tien. Donc, je demeure libre de tes impressions et je me rends libre des miennes. Fait que comme ça, je sais. Fait que si t'as des petits bonhommes verts qui viennent à travers ton égout chez vous, puis que c'est réel, puis qui est assez suffisamment conscient pour établir une communication avec eux autres, je peux leur dire, bon, venez me voir la semaine prochaine, m'appeler Bernard Montréal, ils vont venir voir ensemble. À ce moment-là, je vais le savoir, moi, anyway. M'a t'appelé même chez vous, m'a dit, tu m'invites pas à prendre un steak, puis que tu vas m'inviter à prendre un steak, puis quand on va arriver chez vous, tu dis que je t'assouille de recevoir les petits bonhommes verts à soir, puis là, ça va marcher, on va. Ça marche. Mais j'irai pas chez vous voir tes petits bonhommes verts parce que j'ai cru. Je ne crois pas. Puis une des raisons, il y a des gens qui me demandent, qui me disent, mais pourquoi est-ce que tu parles pas des ovnis, puis pourquoi est-ce que tu n'as jamais ouvert avec Glenn ces ovnis, puis pourquoi est-ce que tu n'as jamais ouvert avec Payotte ces ovnis? Pour la simple raison que le sujet, ce sujet-là qui est très vaste, qui est très intéressant, n'est utile alors qu'après le temps où lui-même est devenu totalement capable de supporter ce qui c'est sans être obligé de vivre de la projection par rapport à ce qui se passe dans le monde. Quand l'homme sera suffisamment conscient, quand tu es conscient, le phénomène extraterrestre ou ovni, whatever it is, ou le phénomène occulte, whatever it is, c'est absolument secondaire. Ça change rien dans ta vie. Ça t'empêche pas de faire ton jardin. Ça t'empêche pas d'aller chez Eaton. Mais tant que le monde, tant que je sais que le monde, à cause de ce qu'il pourra savoir au niveau de ça, ou au niveau d'autres choses, ça va les empêcher de travailler, prendre soin de leurs enfants, aller à l'école, envoyer leurs enfants aller à l'école. À ce moment-là, j'en parlerai pas de ces affaires-là. Je vais en parler en privé, mais j'en parlerai pas en public. Parce que c'est rendre un disservice à la communauté. C'est rendre un disservice à la société qui est sensible. Il y a des choses que l'homme doit savoir avant. Commencez à vous savoir vous-même. Commencez à savoir comment ça marche, la game. Quand vous saurez comment votre game marche, à ce moment-là, vous pourrez savoir comment ça marche, la game des ovnis, des extraterrestres puis des plans. Occupez-vous de vous autres, vos oignons, vos femmes, vos enfants. Soyez de bons citoyens. Puis après ça, vous connaîtrez et vous comprendrez les citoyens des mondes. Merci, Bernard de Montréal.